Refait le H, l'émission exclusivement consacrée au HBC Nantes, chaque semaine dans la HBC Nantes Family. En présence d'invités, supporters, bénévoles, journalistes, nos spécialistes analyseront sans phare l'actualité du HBC Nantes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 7e émission de On refait le H, une émission bénévole faite par des fans pour les fans du HBC Nantes, une émission enregistrée ce soir chez Yann. Chaque semaine, nous décortiquons l'actualité du H en compagnie de Mickaël, abonné depuis 2013. Bonsoir Mickaël. Salut Polo, bonsoir Yann, bonsoir tout le monde. En compagnie également de Yann, administrateur du groupe Facebook HBC Nantes Family. Bonsoir Yann. Bonsoir Paul, bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Et donc en compagnie de moi-même, ancien journaliste pour le compte de la Radio Sun. Au sommaire de cette 7e émission, nous reviendrons dans un premier temps sur le retour sur le match contre Créteil et cette victoire du HBC Nantes 34-27. Dans un deuxième temps, nous évoquerons le projet de réforme de Lidl Star League avec le sondage, avec la question qu'on vous avait posée, et puis tous les points qui sont abordés dans cette réforme, à savoir peut-être le passage de 14 à 16 clubs, la suppression de la Coupe de la Ligue, la limitation à 4 clubs français en Coupe d'Europe. Nous évoquerons tout ça avec nos spécialistes. Dans un troisième point, nous évoquerons la rubrique « Que sont-ils devenus ?» Et puis nous reviendrons également sur le prochain match contre Toulouse de ce mercredi. Enfin, nous terminerons avec le tirage du 3e tour de la Coupe EHF. Mais pour commencer, nous revenons donc sur cette victoire du HBC Nantes face à Créteil. Victoire, je vous le rappelle, 34-27. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match ? Eh bien, ce fut un match plus compliqué qu'on pouvait le penser au regard des deux dernières rencontres contre Chartres et Tremblay où là on avait survolé les matchs. Malgré tout... on n'avait pas survolé toute la saison comme ça. Non, on n'avait pas survolé toute la saison comme ça. Après Créteil c'est un promu, donc on savait qu'on était au-dessus, mais malgré tout on a fait un excellent début de première période, pardon. Mais c'est devenu plus compliqué au bout d'un moment. On a fini la pause avec un seul but d'avance, 14-15. Créteil va même prendre l'avantage 16-15 en début de seconde période, ce qui est assez logique en même temps puisque c'est eux qui avaient l'engagement pour la deuxième période. Petit à petit, au fur et à mesure du match, on va dire dans la seconde partie de la deuxième mi-temps, on a pris logiquement le dessus parce qu'on était plus fort en défense, plus fort en attaque. Il y a eu un grand gardien en face. Robin a quand même été très très fort, il nous a beaucoup embêté. Il y a eu beaucoup de déchets du côté nantais au niveau du tir. Moi je noterais quand même l'excellente performance d'Aymeric Mine, qui était dans le set majeur de l'équipe cette semaine. Pour cette 6e journée, ce qui est logique, avec un 8 sur 9 au tir à 89%, Nielsen comme d'habitude, 10 arrêts, 32%, et David Balaguer aussi. On n'en parle pas beaucoup de David depuis le début de saison, puisque c'est Sébastien Augustinussen qui joue plutôt pas mal et qui commence les matchs en tout cas. Quand l'arrière droit est à l'opposé du banc, c'est ça, ouais, pour c'est ça. faciliter les sorties. Exactement, de Lazarov. Et David est à 5 sur 6, 83%. Donc, tu parlais d'Aymeric Mine, il est dans le classement de l'NH dans les 25 meilleurs joueurs de ce début de saison en tout cas. Donc c'est à saluer pour un joueur qui vient d'intégrer l'équipe, qui doit trouver sa place, qui doit trouver des automatismes à la différence des anciens qui sont là depuis plus longtemps, puis qui ont déjà des réflexes ou des automatismes. Qu'est-ce que tu as pensé toi, Mickaël, de ce match ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Alors, je vais commencer par ce qui m'a pas plu. Moi, c'est la première mi-temps. Elle m'a pas trop plu. Alors, je vais revenir sur la performance de Créteil. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient mis un impact physique dans la première mi-temps qui était hyper intéressant en défense, mais aussi en attaque sur les engagements rapides. Ils ont vraiment essayé de nous prendre à défaut, ce qu'ils ont bien réussi. Et je trouve que Sissoko a vraiment posé des problèmes sur les engagements rapides, comme tu dis. Sur les engagements rapides, replacé d'ailleurs au poste de demi-centre, alors qu'il est plutôt ailier, il nous a aussi bien embêtés. Et moi, j'ai vraiment trouvé que Créteil a fait une bonne première mi-temps. Alors, ils produisent pas quelque chose d'exceptionnel, c'est un jeu qui est très basique, mais je trouve qu'ils l'ont bien fait et surtout ils y ont vraiment mis du cœur à l'ouvrage et ça nous a mis en difficulté. Moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est la manière dont on a joué en première mi-temps. J'ai trouvé que, alors je sais pas si c'est le fait qu'on était en difficulté ou si qu'on était dans une mauvaise journée, mais je nous ai trouvé
très simpliste dans le jeu. Ça a été beaucoup, on passe au centre, on joue au pivot. On n'a pas beaucoup vu la diversité du jeu qu'on avait vu je partage et je partage pas sur les semaines d'avant. Oui, mais je suis pas tout à fait d'accord parce que on passe par le pivot, mais Nicolas Tourna a quand même beaucoup de déchets sur ses premiers tirs. Quand on passe sur les ailes, Julien Monet a du déchet, Valero Rivera a du déchet. On est très peu passé sur les ailes en première mi-temps. On est très peu passé, mais il y a eu aussi du déchet et finalement plus que le jeu, c'est le déchet au tir. Michael Robin fait 11 arrêts, un arrêt de plus que Emile Nielsen, mais il finit à 31%, je crois. Mais c'est surtout lui en fait qui nous a emmerdé. Il n'y a pas eu que de déchets au tir, il y a aussi un excellent Michael Robin, comme tu l'as dit. C'est ça. Mais moi, je vous ai trouvé vraiment pas très original dans la première mi-temps. Ça a bien évolué en deuxième mi-temps avec la mise en place tactique, que j'ai pas forcément défendu depuis le début de la saison, c'est celle de voir Ovnicek demi-centre et Emric Mine arrière-gauche. Alors pourquoi ? Parce que moi j'aime beaucoup voir Mine demi-centre, mais là, et je dois bien reconnaître que ça a hyper bien marché. Ovnicek était hyper intéressant. Justement, il a amené de la diversité au jeu que j'avais pas retrouvé en première mi-temps, et puis il a servi de lampe de lancement parce que t'as souligné le match de Mine, il a marché sur la deuxième mi-temps, il a été impressionnant et j'ai adoré aussi, mais c'est aussi parce qu'il avait un Ovnicek à côté de lui que j'ai trouvé très bon, très intelligent dans sa distribution du jeu. Ouais. Alors aussi, comme tu dis ça, c'est par rapport à la performance d'Emric Mine. Au poste d'arrière gauche, il y a Cavalcanti qui a vraiment fait un gros boulot en défense, comme il fait à chaque fois depuis le début de saison. Mais je voudrais aussi souligner la performance d'Antonio Garcia. Je suis le premier à avoir eu des doutes sur le garçon. Regarde. Je confirme, j'ai des messages qui me prouvent. Non, mais partagé, faut le dire aussi. Regarde, alors pas forcément de son âge, mais au regard des dernières années, de ses prestations sur les dernières années et les clubs qu'il a fréquentés. Et ses premières prestations avec Nantes, alors même s'il n'a pas beaucoup joué, étaient quand même pas fabuleuses. Là, contre Créteil, il marque ce premier but. J'aime beaucoup sa réaction d'ailleurs quand il marque le premier but, puisqu'il regarde son coéquipier, il harangue en fait pour le remercier. Et on voit en fait qu'il commence à rentrer dans le moule en fait du jeu développé par Alberto Entre Rios. Et je pense que de rentrer dans un jeu qui est déjà en place, c'est jamais évident. C'est jamais évident, surtout quand on n'a pas fait la prépa d'avant-saison, qu'on arrive comme ça. Mais c'est surtout Cavalcanti et Antonio Garcia ont aussi usé les joueurs adverses. Et donc pour Emric Mine, quand on voit l'explosivité qu'il a et la vision du jeu qu'il a, même au poste d'arrière gauche, forcément la deuxième mi-temps a été beaucoup plus simple pour lui. Quand il y a les deux avant au même poste qu'ont usé les mecs. C'est vrai aussi. Alors après j'allais y venir. Créteil ils ont fini le match sur les rotules. La première mi-temps, l'intensité qu'ils y ont mis, ils l'ont payé en deuxième mi-temps. Il y a qu'à voir les 10 dernières minutes, ils les jouent en marchant. Après voilà, je pense qu'ils peuvent pas se le reprocher. Ils ont tenté le coup à fond et ils ont vraiment joué à bloc. Ils l'ont fait contre Nîmes, c'est passé. C'est passé. Voilà, ils ont joué à bloc tant qu'ils ont pu. On a réussi à garder devant et les 10 dernières minutes ont été très compliquées pour eux. Sissoko nous fait mal, il met 9 buts, je crois. Avec quelques pénaltys. En plus Sissoko c'est vraiment la pile électrique quoi. C'est le joueur emmerdant par excellence. Il est hyper explosif, hyper rapide, difficile à attraper parce que un peu à la O'Brien, il a un centre de gravité. Alors, peut-être un peu moins de jump, mais plus dans l'explosivité, dans la rapidité. Mais ce côté centre de gravité assez bas, joueur souple, c'est un peu agaçant une fois que vous l'avez compris, que vous avez réussi à le maîtriser. On l'a beaucoup vu en première période, en deuxième beaucoup moins. Puis vous soulignez Créteil, globalement on les a moins vus en deuxième temps. Vous soulignez la performance d'Emric Mine, elle se traduit aussi par les chiffres. C'est 8 buts et 89% de réussite. C'est ça. 8 sur 9. On voit pas souvent quand même en match. Non, mais c'est très bien. Sur 9, il a joué 50. Il a réussi plutôt 59 minutes et 55 secondes, puisqu'il fait le dernier shoot où il reste 5 secondes. Et il met un parpaing à mettre au-dessus du but en contre-attaque en plus. Donc ce qui est assez rare pour lui, et il aurait pu finir à 100%. 100%, il payait son coup. C'est la tradition. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il l'a loupé, mais je ne pense pas. C'est vrai qu'il est bien aidé aussi par nos deux Espagnols de l'équipe, Valero qui met 7 buts, qui a 70% de réussite, et David qui je crois qui met 6 buts aussi, donc là aussi des matchs 5 sur 6 David. J'en avais peut-être un en trop, mais ça méritait sans doute un de plus. Et Nico Tourna, mais Nico en met 5 aussi ou 6, je sais plus, mais avec pas mal de déchets, c'est ça le souci. Il y a eu du déchet en première mi-temps. Mais Nicolas Tourna a pas mal de déchets
sur ses matchs en général depuis le début de saison. Il est très bon, mais il a un score en fin de match où il score quand même pas mal, hein, entre 5, 8 buts à chaque fois. Mais avec du déchet. Alors c'est pas pour sa défense, mais c'est vrai que sur ce poste de pivot aussi, on est très sollicité, on est dans le cœur de la défense, on prend beaucoup de coups. Là aussi, est-ce que des fois, ça justifie pas des tirs comme ça de force qui sont un peu provoqués pour essayer alors là, c'est pas des tirs de force provoqués, c'est quand il a du déchet, c'est des tirs faciles à chaque fois. Il le sait. C'est pas des tirs compliqués. Les tirs compliqués, étrangement, étrangement, non plus. Étant donné le niveau de Nicolas Tourna, les tirs compliqués, il les met. C'est des tirs simples, mais aussi parce qu'il y a un gardien en face. Hein. Oui, faut il y a aussi un mec qui fait des arrés, hein, qui fait 12 arrets. Ouais, puis c'est ça. Il a vraiment été bon. Il a vraiment été bon, Nickel Romain. C'est presque la première fois qu'on a, enfin, je dis bien presque, hein, toute raison gardée, mais qu'on a un gardien qui est un peu du niveau de notre Emile Nielsen, qui vient le challenger au moins sur la question des stats, quoi. Il a posé des problèmes. Quand sur même, les stats, ouais. Sur ce match-là, parce que Emile est à 31 ou 32, je sais plus, je disais 32% de réussite, 10 arrêts. Et en fait, c'est en dessous de ce qu'il fait. On a vu un Emile normal. Voilà, on n'a pas eu un grand Emile Nielsen, comme on n'a pas eu un grand H en fait dans la globalité. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que, comme je disais, le tout début de match, on met un 5-1 au tout début de match et donc on est devant, et pourtant à la mi-temps on n'a qu'un but d'avance et début de seconde période il passe devant nous. L'équipe a jamais paniqué. Et avec énormément de nouveaux joueurs jeunes, ça peut gamberger rapidement. Mais là, ça se comprend qu'on panique pas, parce que vraiment, je le dis, mais je pense que Créteil a fait son avantage sur l'impact physique qu'ils y ont mis, et on savait bien que dans le jeu on était au-dessus, ça se voyait, et que on allait finir par reprendre quand ça allait s'écrouler, ce qui s'est passé. Voilà. Bon, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est une victoire à l'extérieur aussi. Voilà. C'est 2 points pris à l'extérieur. Quand on lève un petit peu la tête et qu'on regarde les résultats de nos principaux concurrents, sur la journée, ça nous arrange bien. Il y a pas mal d'équipes qui perdent des points régulièrement. Donc, nous, on prend encore 2 points à l'extérieur, et je pense que c'est vraiment le truc qu'il faut retenir de cette journée-là aussi. Hein. Puis, comme tu le disais, c'est une victoire sur le jeu, hein, puisque c'est moins de tirs, mais au final plus de buts. C'est plus de passes décisives, moins de pertes de balles, moins de fautes. Là aussi, c'est de la maîtrise de la part de l'équipe du H qui gère aussi ces rencontres, des fois où un joueur va pas être étincelant, mais où toute l'équipe va faire le boulot, ce qui emmène à la victoire. Ça, c'est un des trucs qui est un des vrais points positifs. Je pense qu'on n'était vraiment pas dans une grande soirée dans la globalité, mais ça, c'est des choses qui arrivent. N'importe quelle équipe dans la saison, il va y avoir des matchs où on est moins bien. Non, puis quand t'es moins bien, comme tu dis, et que tu gagnes de 7 buts à l'extérieur, même si c'est contre un promu, ça reste 7 buts quand même. C'est un beau moins bien. C'est ça qui est intéressant, c'est que même quand t'es pas dans la meilleure forme, les grandes équipes arrivent à gagner. Et là, on a réussi à gagner alors qu'on n'était pas vraiment dans forcément une grande journée. Donc c'est très positif, évidemment. Est-ce que ce type de victoire comme ça maîtrisée, c'est pas aussi la force du travail qu'a accompli à l'entraînement, des automatismes qu'on vient régler, voilà, il n'y a pas d'exploit individuel plus que ça, hormis la performance de Mine qui est quand même à souligner. Il y a de ça, mais il y a aussi le statut d'un club et d'une équipe à un moment donné. C'est toute proportion gardée, je parlais du Paris Saint-Germain qui est au-dessus de nous, quand ils se déplacent en Champions League dans des clubs qui sont soi-disant inférieurs mais tout de même costauds, il n'y a jamais de doute. Il y a à un moment donné une sécurité qui est là, on va dire un filet, pas sur le résultat mais sur la prise de conscience de la valeur du groupe. Et je pense que tous les joueurs ont pleinement conscience de la qualité de l'équipe de Nantes. On a la deuxième attaque, la deuxième défense, c'est pas anodin. Après 6 journées, c'est pas pour rien. Vous voyez d'autres points à souligner comme ça sur ce match? On a évoqué ça. Oui, je voudrais juste faire un petit point. C'est juste pour souligner le déplacement des Ultrash qu'on a beaucoup entendu pendant le match. C'est vrai. Et heureusement, parce que nous, on était derrière notre écran, la salle sonnait quand même pas mal creux. On nous a moins entendu, nous, derrière notre écran. Oui. Oui, ça c'est évident. Et il y a quand même toujours le groupe de supporters de Créteil qui est toujours présent avec leur tambour qu'on entendait. Oui. Mais ce sont les seuls, et franchement 700 spectateurs, et avec 700 spectateurs. Je connaissais pas le nombre, mais à la télé ça faisait triste. En vrai, voilà. Quand tu voyais à la télé ce que ça donnait, c'était un peu triste. Mais oui, bravo d'avoir fait le déplacement, puis ils ont fait du bruit. Ils ont fait du bruit, et c'est important pour un club qui se veut avoir un certain standing, d'avoir des supporters qui eux aussi
montrent un certain standing et soient présents lors des principaux matchs. Bravo pour leur implication, je pense que le message est bien passé. Exactement. Et on ne manquera pas effectivement d'évoquer même leurs futurs déplacements, des fois à l'extérieur. Si toutefois des Nantais d'ailleurs veulent les rejoindre sur des matchs, ils sont bien accueillis évidemment. Nous évoquons donc le deuxième sujet de cette émission. Et quel sujet? Le projet de réforme de la Lidl Star League, avec notamment, alors le premier point, ça serait ce passage de 14 à 16 clubs. Messieurs, votre réaction sur ce passage de 14 à 16 clubs? Moi, je suis complètement contre. Alors, en tout cas, dans l'état actuel des choses, je suis contre. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les 5 dernières saisons, on se rend compte qu'il y a quand même une différence entre le bas de tableau et le haut de tableau. Il y a des écarts qui sont assez conséquents entre les équipes. Alors, de temps en temps, il y a une surprise, c'est des choses qui arrivent, mais dans 95% des cas, les résultats, on s'y attend, il n'y a pas beaucoup de surprises et il y a un écart qui est assez important. Aujourd'hui, je vois pas l'intérêt de monter 2 équipes de Pro League qui sont donc des équipes qui vont aussi potentiellement jouer le maintien. L'intérêt, ça va être quoi? Il y a 4-5 équipes aujourd'hui qui jouent le maintien, ça va passer à 6-7 qui le jouent. Je vois pas vraiment l'intérêt. Attends, je termine. Ça rajouterait 2-3 matchs entre guillemets, c'est pas gentil, mais en bois en plus pour les équipes de haut de tableau. Alors, je suis pas fondamentalement contre, je suis contre aujourd'hui. Si dans 3-4 ans, la Lidl Star League, l'homogénéité est plus importante et que, on va dire, allez, de 1 à 10, c'est un peu plus homogène qu'aujourd'hui, pourquoi pas? Et puis en même temps, il y a la Pro League aussi qui monte en puissance. Allez, la Pro League en tant que telle, ça existe depuis 2-3 ans sous ce nom-là, sous le format pro. Donc c'est pareil, ça monte en puissance. On voit des clubs qui montent en puissance. Pour moi, c'est trop tôt. Si dans 3-4 ans, il y a un niveau de Pro League qui est bien monté, que le niveau global de la Star League a également monté, pourquoi pas? Aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas le moindre intérêt de passer à 16 clubs. Yann? Ouais, alors, moi, quand tu poses la question, est-ce que vous êtes pour ou contre le passage de 14 à 16? La question posée telle quelle, je vais avoir la même réponse que Mickaël. Pas les mêmes arguments, mais la même réponse. En fait, la question réelle, c'est pas ça, c'est êtes-vous pour le passage de 14 à 16 clubs avec la suppression de la Coupe de la Ligue? Parce que si on passe à 16 clubs, ça veut dire qu'en fait, il y a suppression de la Coupe de la Ligue. C'est dans le projet, Ouais, c'est ça. mais tu vois, moi, les deux sujets sont Les deux variés, sujets sont liés. aujourd'hui, je préfère qu'on reste à 14 clubs et qu'on garde la Coupe de la Ligue. Alors moi, non. Aujourd'hui, moi, je préfère qu'on reste comme ça. Si demain, comme les arguments que j'ai avancés avant, le niveau fait qu'on doit passer à 16, il faudra peut-être réfléchir à supprimer la Coupe de la Ligue. Mais tant qu'on reste à 14, pour moi, je vois pas pourquoi on supprime la Coupe de la Ligue. Si on reste à 14, il est hors de question de supprimer la Coupe de la Ligue. Par contre, si on passe à 16, il faut la supprimer. Déjà pour une question de nombre de matchs et préserver aussi un peu les joueurs. L'intégrité physique des joueurs, bien sûr. Voilà, exactement. Et puis aussi parce que la Coupe de la Ligue, dans la formule telle qu'elle est, pour moi, elle présente aucun intérêt. Un club comme Nantes, pour parler de nous, quand même, on va intégrer en fait la Coupe de la Ligue à partir des quarts de finale. Alors parce qu'on est tête de série, de je ne sais quoi, parce qu'on est. Fini les 4 premiers. Ouais, non, mais mais c'est n'importe quoi. Ça veut dire qu'en fait, on est là tranquillou pendant que les autres enquillent les matchs. Non, en fait, si on veut une équité sportive, on enquille tous le même nombre de matchs. Oui et non. Alors, moi, ça me dérange pas si toutes les équipes européennes étaient exemptes comme nous. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une énorme injustice. Chaque fédération fait comme chaque ligue fait comme en fait, étant donné que par exemple, que Paris et Montpellier qui jouent la Ligue des Champions tous les week-ends, ils soient exemptés de tour de Coupe de la Ligue, ça me choque pas. Mais non, moi, ça me choque pas. Je vois pas où est le problème. Moi, c'est les problèmes de riches. Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est par rapport à des sujets. C'est quand on parlait des internationaux qu'on avait à Nantes, là, qui actuellement vont partir dans les sélections. Il y a des gens qui disaient c'est bien, mais surtout, faut pas qu'ils se blessent. Si vous voulez pas avoir des mecs qui se blessent dans les équipes internationales, allez supporter une équipe en bois. Et là, vous êtes sûr que les mecs, ils iront pas dans les autres. C'est un autre sujet. Mais non, mais c'est pareil. Et là, en fait, si on les exempte, c'est parce que en fait, on va les exempter de tours pour que les mecs aient moins de matchs. C'est aussi parce que dans la calendrier, c'est plus difficile à caler. C'est plus difficile, mais bon, une équipe comme le PSG qui a 5 pivots, ça va, c'est des problèmes de riches en fait. Ça, c'est... Est-ce que moi, d'avoir un championnat qui est dominé par le PSG en termes de moyens aussi, même si Nantes est un outsider qui vient lui poser des problèmes de temps en temps, est-ce que d'avoir une autre compétition où des clubs peuvent se faire remarquer
Mais en fait, on se fait pas remarquer parce que Nantes va arriver directement en quart, Montpellier va arriver directement en quart, Chambéry va arriver directement en quart. Donc en fait, les gros sont exempts des matchs en bois parce que très clairement c'est ça, et on arrive directement en quart. Et si on le gagne, en fait, on va déjà au Final Four. En un match, on est au Final Four. Donc on peut disputer quelque chose à Paris, mais il n'y a pas vraiment d'équité sportive. Est-ce que cette Coupe de la Ligue, c'est pas une solution comme ça de repêchage un peu pour... Oui, c'est pour permettre aux gros clubs d'avoir toujours une possibilité de peut-être gagner un trophée ou en tout cas de participer à une compète en faisant peu d'efforts. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas la Coupe de France, quoi. Alors, sur la formule, peut-être que... J'ai rien contre la Coupe de la Ligue, que la formule est peut-être ouais, je pense qu'elle est à revoir, effectivement. Après, moi, j'aime bien la Coupe de la Ligue, j'aime bien aussi sa finalité en Final Four. Ça, je suis d'accord. Et moi, c'est pour ça que j'ai envie de la garder, parce que déjà, ça me rappelle des super souvenirs. J'étais à Rouen, jeune, plus jeune. À Rouen, quand on avait gagné la première Coupe de la Ligue, c'est un super souvenir, et je suis assez convaincu que ça a été une étape hyper importante dans l'évolution du club. Constructive, bien sûr. C'est le premier trophée. Que ce premier trophée a vraiment apporté beaucoup derrière. Et puis ces finalités en Final Four, c'est hyper bien. J'en ai fait plusieurs. Yann, je sais que tu en as fait plusieurs. Moi, c'est pour revenir sur le sujet de réforme de la Lidl Star League. Ouais. C'est pas la réforme de la Coupe de la Ligue. Oui, si, parce qu'elle va disparaître si on en vient par là. Oui, mais si on passe à 16. Si on passe à 16. Et je trouve que perdre ce week-end de fête du handball sur un Final Four où t'as 4 groupes de supporters qui peuvent se retrouver plus d'autres gens, pour moi ça serait peut-être une perte pour le handball. Et là français. Ça, je suis d'accord, je partage avec toi. Oui. Avec ce projet-là, ça serait passé de 14 à 16. Ouais. Pourquoi pas passer à 64 après, quoi. Enfin... Non, mais non, c'est... Non, mais... Pour parler, par exemple, de l'Allemagne, ils sont en 18 clubs. Il y a une Coupe d'Allemagne, il n'y a pas de Coupe de la Ligue. Il n'y a pas de Coupe de la Ligue, mais voilà. regarde... 18, c'est trop. Voilà, 18, c'est trop. Regarde, les derniers, franchement, c'est les équipes en bois, ils ramassent des tôles, ils finissent avec une ou deux victoires à la fin de l'année. Enfin, je veux dire, il est où l'intérêt ? Non, c'est pour nous, c'est pour faire gonfler les rangs, pour faire venir monter des équipes qui n'ont pas le niveau. Mon point de vue, c'était oui, passage à 16 si on enlève la Coupe de la Ligue, parce qu'on peut pas cumuler les deux. Non, mais on va mettre les gros clubs qui arrivent directement en Final Four. C'est ridicule. Si on passe à 16, voilà. Oui. Ou sinon on reste tel quel, et tel quel c'est très bien. Mais peut-être avec une réforme de la Coupe de la Ligue qui soit un peu plus juste. Il y a des trucs intéressants qui se font. T'as parlé de l'Allemagne, sur la Coupe d'Allemagne en début de saison, avant que le championnat commence, les premiers tours se font en Final Four. C'est-à-dire qu'il y a le premier et deuxième tour qui sont sur un même week-end. Ça, c'est des choses qui sont, je trouve, intéressantes et qui pourraient peut-être être les premières étapes de la Coupe de la Ligue avant que le championnat commence. On voit plein de clubs qui font des tournois à droite à gauche en fin de préparation. Et ça pourrait être, pourquoi pas, un tournoi, le début de la Coupe de la Ligue. Ça joue sur un week-end, un Final Four, 4 équipes qui se retrouvent. Et puis après, je sais pas, un tour de quart de finale et puis le Final Four final, quoi. Ce genre de format, les Allemands le font. Moi, je trouve ça assez intéressant. Bon, 16 peut-être, 64, on n'ira pas. En fait, je l'avais pas. On revient sur ce sujet. Je l'avais pas la blague du 16. J'ai vu ça, c'est la fatigue. Et on revient sur le sujet du sondage, c'est très bien. On revient sur le sujet du sondage, la question qu'on a posée dans le groupe, c'était justement de savoir si vous étiez pour cette suppression de la Coupe de la Ligue et cette limitation à 4 clubs qualifiés en Coupe d'Europe. Donc 4 clubs français en Coupe d'Europe, à savoir en Champions League et en Coupe EHF. C'est une catastrophe. On va revenir rapidement sur les résultats. Vous êtes 88 à nous dire 4 clubs qualifiés en Coupe d'Europe, c'est trop peu. Vous êtes 26 à nous dire c'est une bonne chose si la Coupe de la Ligue est effectivement supprimée car elle ne sert à rien. Et enfin, vous êtes... il y a juste une personne pour nous dire c'est une bonne chose, je vais regretter la Coupe de la Ligue. Bon. C'est moi. Non, c'est pas moi, mais j'ai pas voté, mais je vais voter ça. Je pourrais voter ça. Ce sera trop tard, mais bon, on prendra en compte quand même ton avis. Et il y avait une personne également pour nous dire c'est une mauvaise réforme, il faut passer à 16 en conservant la Coupe de la Ligue. Les Allemands ont bien un championnat à 18 clubs. Bon, autre problème. Oui, c'est un point de vue qui se défend. Oui, je suis pas d'accord, mais pourquoi pas. Et cette limitation justement à 4 clubs français. Ouais, alors ça c'est 4 clubs français en Coupe d'Europe, donc ça, en sachant que c'est une réforme. Un projet de réforme, qui vient de la Ligue, qui vient pas de l'EHF. Donc la Ligue, en fait, et les représentants demanderaient qu'il y ait simplement 2 clubs de qualifiés en Champions League et 2 clubs de qualifiés en Coupe EHF. Alors, moi, ce qui me fait rire, je vais envoyer mon petit taquet de l'émission, c'est quelqu'un comme David Tebib, le président de Nîmes,
qui est le représentant à la Ligue, et donc qui a participé à ce projet de réforme et donc qui a phosphoré. Ça lui arrive de temps en temps, mais bon, quand c'est pour sortir des absurdités pareilles, il ferait mieux de s'abstenir. Bon, ça c'est fait, on l'embrasse. Il propose 4 clubs qualifiés en Coupe d'Europe. Par contre, quand son club, donc Nîmes, termine 5e du championnat, il faut rester à 5. Il arrive quand même à racler les fonds de tiroir pour pouvoir monter un petit dossier auprès de l'EHF pour faire en sorte que son club participe à la Coupe d'Europe. Donc à un moment donné, va falloir m'expliquer la logique du garçon, parce que je la comprends pas déjà. Et bon, c'est extrêmement opportuniste, c'est complètement con. Après qu'on en mette 2, 4, 5, oui, parce que là, le système sur dossier, je le trouve aussi complètement incohérent et sportivement, en fait, injuste. On repensera encore à Saint-Raphaël qui s'était fait enfler très clairement sur la Ligue des Champions sur dossier parce que le dossier correspondait pas. Les critères, on les rappelle, hein, c'est le critère sportif, donc le classement, le taux de remplissage de la salle et je sais plus quel autre critère, c'est la capacité d'accueil. Voilà. Saint-Raphaël, petite salle, pas grand public. Donc il s'était fait avoir. Donc je trouve ça injuste. Qu'on trouve en fait quelque chose qui soit figé, ok, mais peut-être qu'on peut essayer de trouver 2 clubs en Champions League, 3 en EHF, j'en sais rien, mais 2 plus 2. Et puis là, ce qui est logique, c'est défendu par un bonhomme, donc le club est terminé 5e, et puis c'est ce que je veux dire, ce qui me déplaît, c'est ce côté un peu géométrie variable en fonction de en fonction de l'an prochain ils seront ici, bon bah cette année ça sera comme ça, l'an prochain ça sera comme ci. Ouais, voilà, parce que le gars d'avoir un cadre qui reste un petit peu, quoi. Le gars est jugé parti à ce moment-là, et donc forcément ça va. Non mais voilà, faut arrêter. Le truc, c'est que moi en fait je comprends pas. Alors c'est l'UCPH qui a sorti ça, dont David Tébib est le président. Alors il y a certainement des gros cerveaux qui ont réfléchi longtemps pour nous pondre tout ça, et certainement que le mien est trop petit pour comprendre, mais j'aimerais bien qu'on m'explique, parce que l'EHF nous permet de participer, comme cette année on est 6 clubs, les 2 dernières années on était 5 clubs en tout, hein, si je compte Ligue des Champions et Coupe EHF en Coupe d'Europe, et nous on viendrait s'infliger à nous-mêmes d'être que 4, alors que vu qu'on a un des plus gros championnats et on a les plus gros clubs, en tout cas en ce moment, on viendrait se limiter à 4 clubs. C'est-à-dire qu'on est complètement con. Alors il y a certainement une logique derrière, et moi mais par contre j'aimerais bien qu'on me l'explique, parce que très honnêtement j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je comprends pas. Donc se limiter à 4 clubs alors que le HF ne nous demande rien, pour moi c'est une débilité sans nom. En fait, c'est ça, c'est la logique qu'on comprend pas, parce qu'on se dit, il y a une Champions League qui est avec les meilleurs clubs, et puis derrière, une Coupe EHF qui est là pour récupérer les clubs qui ont quand même de l'intérêt. Alors là, récupérer, c'est pas le mot, parce que la Coupe EHF est montée en puissance. Qui a son intérêt, mais en tout cas, qui présente d'autres clubs qui ont des bons niveaux, mais qui n'ont pas réussi, voilà, pour différentes raisons. Puis on peut pas mettre tout le monde en Champions League, parce que sinon la Champions League perd son intérêt. Bien sûr, mais est-ce que le meilleur championnat d'Europe, c'est pas avec les meilleures équipes, quoi? Pourquoi est-ce qu'on irait équilibrer comme ça? C'est ça qu'on comprend pas, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils vont. Après, si tout le monde équilibre. Si c'est une réforme de l'EHF qui dit voilà, on équilibre, il y a que 2 Français, que 2 Allemands, que voilà, on équilibre en fonction. On s'y plie. Mais là, tant qu'il n'y a pas de règles, allons-y. Les Allemands, ils se posent pas la question. C'est ça, on va pas se tirer une balle dans le pied. Les Allemands, au contraire, ils font tout pour que. Les Allemands, ils gagnent le HF depuis quasiment 10 ans. Chaque année, c'est quasiment eux qui la gagnent quasiment tout le temps. Le HF Cup, hein. Mais ils y vont à chaque fois à 3 ou 4. Nous, cette année, on y va à 4. En plus, je pense que chaque club français a sa chance cette année. Mais pourquoi on se priverait d'y aller, franchement? C'est évident. Je comprends pas. Quand on voit cette année, il y a Aix, Chambéry, Nîmes et Nantes. C'est quand même 4 clubs qui ont le potentiel pour atteindre le Final Four. Clairement. Pourquoi on se tirait une balle dans le pied? C'est exactement ça. C'est là que je comprends. C'est là que je comprends pas la proposition de David Tébib, qui est le président de Nîmes. Son club est présent en terminant 5e, et le gars, il se dirait, non, en fait, on n'y va pas. Alors qu'il a la possibilité d'y aller, mais faut m'expliquer comme. En tout cas, voilà, c'est ça. Mais on est dans l'attente d'avoir des explications, d'avoir une justification, quelque chose. Alors c'est qu'un projet, hein, mais bon, en tout cas, ce qu'il en ressort pour l'instant, Bon, alors ça justement, on pourra voir ce qu'il en est devenu de cette réforme. Ouais, puis il y a un autre point aussi de la réforme qui pose problème, qui moi en tout cas me pose problème,
c'est l'attribution de wildcard. C'est qu'en fait, si on passe à 16 clubs, c'est compliqué de faire monter 4 clubs de Pro League d'un coup, ou d'en faire descendre que 2, ou qu'il n'y ait pas de relégation et d'en faire monter que 2. Donc, il y a un petit truc qui est sorti, qui est dans les tuyaux, c'est les wildcards. Donc, pour expliquer brièvement, c'est des choses qui se font au tennis, en fait. Quand vous êtes un joueur français médiocre et que vous faites Roland-Garros, c'est parce que vous avez filé une wildcard. Parce que vous êtes, ce qui nous arrange bien quand on regarde Roland-Garros. Ce qui nous arrange, oui et non, parce que les mecs se font sortir au premier tour, donc finalement, voilà. Mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire que là, en fait, ce qui se passe, c'est comme on veut ils veulent développer le handball. Ils se disent que les grandes métropoles où il n'y a pas de club de handball d'installer, on va dire Lille, Bordeaux, je sais pas, Clermont-Ferrand, voilà, Lyon. Un investisseur arriverait avec un budget conséquent pour monter un club, donc il aura un effectif de qualité. On lui offrirait une wildcard pour accéder en Star League. Donc le club n'aurait pas à passer tous les paliers. Finalement, c'est pas récompenser les clubs qui s'investissent depuis des années dans. Mais il n'y a aucune équité sportive. Voilà, c'est ça. Il y a aucune équité sportive. Il y a un trou, il y a rien à cet endroit-là. Écoutez, il y a une salle, il y a du public, vous avez les moyens. Mais on ne sait même pas s'il y a du public. On sait juste qu'il y a une salle et des moyens. Un potentiel public en tout cas. Un potentiel public. À partir du moment où vous mettez un petit billet, il y a un potentiel public parce qu'il y a un potentiel de résultat. Et encore, c'est même pas sûr. S'il n'y a pas d'identité club et d'identité handball dans votre région, c'est comme si vous créez un club du rugby au fin fond du Finistère. Je suis pas sûr que du jour au lendemain il va avoir 40 000 spectateurs au stade. Il faut créer l'âme d'un club, ça se construit, c'est exactement ça. Alors moi je trouve ça aberrant parce que c'est faire passer le financier avant le sportif. Une fois de plus, malheureusement. Sachant qu'il y a déjà beaucoup de financiers et de plus en plus. Et de plus en plus. Ça emmène des résultats. Et surtout, l'argument qui va donner de l'eau à mon moulin, on va dire, c'est que si ces clubs-là, avec un budget conséquent et donc un effectif conséquent, ne sont pas foutus d'intégrer la Lidl Star League par leurs résultats sportifs, et juste grâce à une wildcard, mais c'est qu'ils n'ont rien à y foutre en fait, quoi. C'est à un moment donné, quand on a un budget de 7, 8, 10 millions d'euros, si on débarque comme ça, avec un budget, avec des sommes conséquentes comme ça, et que notre surface financière ne permet pas d'intégrer la Lidl Star League parce que les résultats suivent pas derrière, mais c'est qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Que ce soit dans la gestion du club, dans la gestion, en tout cas la gestion sportive sûre. Donc ils ont rien à faire là. Ils ont strictement rien à faire là. Et là, pareil, je sais pas qui a phosphoré pour prendre une idée à la gomme comme ça. À la rigueur, vous voulez qu'on passe à 16, et ben vous faites monter les clubs de Pro League qui ont mérité sur le terrain C'est peut-être la même personne, hein. D'ailleurs on lui propose peut-être d'arrêter de phosphorer, de faire des choses plus simples, de se mettre au sudoku. Il appréciera. Il appréciera, ouais. On va pouvoir, on verra ce qu'en sont devenus en tout cas ces projets de réforme. On continuera de les suivre et de vous tenir au courant dans l'émission. Et justement pour savoir, pour revenir à ceux que sont devenus les choses, ça nous emmène sur ta chronique, Mickaël. Que sont-ils devenus ? Et là, j'ai... Belle introduction, hein. Là, Polo, t'as géré. J'ai cherché une belle introduction. Ah, c'était beau. Te regardant, elle est venue tout naturellement. Ah, c'est gentil. Je te laisse nous en dire plus à ce propos. Ouais, alors petite nouvelle chronique. Donc on va essayer ce petit format. Donc que sont-ils devenus ? L'objectif, parler de quelques joueurs qui ont porté nos couleurs et qui sont partis sous d'autres cieux. Vous donner quelques nouvelles. Alors aujourd'hui, pour la première, j'ai décidé de parler de Romaric Guillot. D'accord. Alors, Romaric Guillot, donc avec le H, c'est une saison et demie passée. Donc il est arrivé en janvier 2018 et il est reparti au mois de juin dernier. C'est 38 matchs de Star League joués pour 26 buts. C'est aussi 27 matchs de Ligue des Champions pour 9 buts, avec au palmarès une finale de Ligue des Champions et une 3e place l'année dernière notamment. Donc Romaric nous a quitté pour le club de Kiels. Alors c'est un peu violent, mais quitter le club, quoi. Il a quitté le club, voilà. Il a quitté le club pour le club de Kielce. Donc le club, l'excellent club polonais au très large palmarès. Alors, pardon, excusez-moi. C'est le Polonais qui l'a fait tout ça. Voilà, c'est l'excellent club polonais. C'est l'excellent, non mais effectivement l'excellent club polonais. Alors moi,
j'ai voulu parler de Romaric Guillot parce que j'étais assez convaincu que c'était une aberration de le voir partir dans un aussi grand club et que il ferait le bout de banc pendant toute la saison. Et je me suis bien trompé parce que Romaric il joue, il est notamment très utilisé en défense, mais Dutchebaev, qui est quand même reconnu comme l'un des plus grands coachs, l'utilise. Alors quelques petites stats, donc il a joué 6 matchs en championnat de Pologne, il a marqué 4 buts sur 5 tirs. Il a également participé aux 4 matchs de Ligue des Champions de son club, où il a marqué également 4 buts, et où il est beaucoup utilisé en défense. Vous avez peut-être pu le voir contre le Montpellier ce week-end notamment. En fait, c'est ça, t'avais des inquiétudes, tu y croyais pas ou... Ah, moi je croyais pense pas que du personne tout, n'y croyait. honnêtement, et je suis très surpris. Il a du temps de jeu, beaucoup de temps de jeu. Dutchebaev lui fait confiance et il est performant. Donc voilà, grand bravo à lui. Et on va continuer de suivre ce qu'il donne du côté de Kielce, qui est quand même un ancien champion d'Europe. Et puis un des, peut-être cette année c'est peut-être un peu juste, mais qui fait partie des favoris pour le Final Four de la Ligue des Champions. Cette année c'est juste, c'est triste que Nicolas Tourna aille là-bas l'année prochaine, même si le club sera beaucoup plus gros l'année prochaine qu'il est cette année, l'équipe en tout cas. Et moi c'est un gars que j'adore, Romaric, un super mec, c'est vraiment un super bonhomme. Je te reprendrai juste sur une petite chose, cette année on a terminé 4ème, pas 3ème malheureusement. Oui, c'était pas cette année, mais il a fait une 3ème place. Oui, effectivement, tout à fait. Mais voilà. C'est la première année qu'on a fini 3ème. La première année où il était là, c'était pas cette année, effectivement. Donc c'était bien préparé. Et... Attends, j'ai pas terminé. Ah, et donc il y a un deuxième. Voilà. Qu'est-il devenu Qu'est-il devenu puisqu'on est en Pologne, on va parler d'un autre joueur qui est en Pologne. Il s'agit de Jirko Matulic, notre ancien ailier droit. Donc il a passé 2 saisons au H, de 2016 à 2018. Quelques petites stats, 46 matchs joués en Star League pour La petite là, ça c'est sur les stats. Hein. Oh, attends, 46 matchs joués, 62 buts inscrits en Star League, 33 matchs joués en Ligue des Champions pour 33 buts, un palmarès pas trop mal, un trophée des champions gagné, une Coupe de France, une finale de Coupe de Ligue des Champions et une place de vice-champion de France. Alors Jirko Matulic, quand il est parti de chez nous, il est parti dans un club que je vais écorcher le nom parce qu'il est imprononçable, désolé à mes amis polonais. Il s'agit de l'Asoti Puławy, donc en Pologne, un club qui joue plutôt le haut de tableau quand même en Pologne. Donc il a fait la saison 2018-2019 là-bas. En championnat, il a joué 24 matchs pour 79 buts, ce qui est pas mal. Son club a fini 5ème. C'est où en Pologne J'en ai pas la moindre idée. Il a également joué le HF Cup avec cette équipe. Il a joué les 6 matchs de poule. Il a marqué 14 buts. Bon, ils ont terminé dernier de leur poule avec simplement un nul en 6 matchs. Mais bon, ils ont participé. Il a fait une tellement bonne saison qu'il a été repéré par le Wisła Płock. Płock, excusez-moi pour les prononciations polonaises, mais c'est pas évident, qui est un grand club polonais, qu'on connaît, qu'on a déjà joué en Ligue des Champions, qui joue la Ligue des Champions encore cette année, ans, quasiment tous les ans, ouais. C'est le deuxième club après Kielce. Voilà. Et c'est même le premier actuellement, puisqu'ils sont leaders. Ils ont d'ailleurs battu Kielce en championnat cette année. Et donc, Jirko Matulic les a rejoints. Il a disputé les 6 matchs de championnat pour 13 buts marqués actuellement. Et il a joué aussi en Ligue des Champions, 4 matchs. Il a marqué 12 buts, donc 4 ce week-end. Donc voilà, il s'éclate du côté de Płock. Et ça se passe plutôt bien pour lui. Je suis assez content parce que ça avait l'air d'être un bon mec. Il a eu très peu de temps de jeu. Faut dire que quand il était au H, il était quand même barré par David Balaguer, qui était le meilleur David Balaguer qu'on ait connu au H, je crois. Il était meilleur buteur du club. Donc, oui, et puis Thierry Henry lui a pas donné sa chance. Voilà, n'a jamais été un adepte du turnover. Tu parlais de Romaric Guillot avant Jirko. C'est la même chose. Romaric, il jouait 30 secondes, 1 minute par match, point à la ligne, quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, Matulic, il s'éclate du côté de Płock. De Płock. Voilà, avec l'accent. Donc voilà, c'était un petit mot sur ces 2 joueurs. Donc voilà, c'était une nouvelle chronique. Je suis lancé un petit peu là-dedans. N'hésitez pas à nous faire vos retours. J'ai d'autres joueurs qui sont prévus pour la suite. On essaiera de vous proposer ça si ça vous plaît dans les semaines. Moi j'avais une petite proposition que je t'avais fait. Non, la proposition je la connais, mais on va éviter la polémique sur ce garçon. Donc voilà, il y a d'autres joueurs qui sont prévus. N'hésitez pas à nous faire des retours. On aura l'occasion de nous dire si ça vous a plu pour en faire d'autres. Voilà. On a l'occasion de voir ce qui est devenu cette chronique
lors de la prochaine émission. Bon, ce sera pas la prochaine, mais peut-être dans 2-3 semaines, quoi. Le temps de te laisser la préparer. Non, mais j'ai déjà 2 autres joueurs qui sont prêts. Andy Pijulet. Oh, on avait dit que non. Et voilà, non, vous ça avez sera déjà pas. un teasing. Ça sera pas Andy Pijulet, non, certainement pas. Avant la prochaine chronique de Mais on Mika, le salue s'il nous écoute. Avant la prochaine chronique de Mika, que sont-ils devenus? Place au prochain match du H, à savoir donc ce mercredi contre Toulouse. Qu'est-ce que vous attendez de ce match, messieurs, contre Toulouse? Même réponse, la même question que tu poses chaque semaine, victoire. Une victoire, très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on en a clôturé sur cet avis contre le match. Non, plus sérieusement, est-ce que j'attends. à surveiller particulièrement à quel point, À surveiller, oui, mais. Sur quel point on peut s'améliorer aussi parce que là, pour l'instant, on a vu des matchs quand même, on a pris beaucoup de plaisir, où ça tournait très bien, il y avait du jeu, il y a des joueurs qui sont démarqués. On a un Nielsen qui est flamboyant dans les buts, Cyril Cantirante qui est très bon aussi. On a d'autres joueurs qui font d'excellents matchs, Nico Tourna qui a été là aussi, enfin, je vais pas tous les citer, mais sur quel point on attend particulièrement nos joueurs, notre équipe sur ce match-là? La défense. Ouais, la défense, c'est. La défense, Toulouse a la 4e attaque de Star League. Nous la 2e, donc on devrait se faire plaisir. T'as parlé de plaisir en introduction. Ouais. Toulouse est une des équipes qui joue le mieux au handball de la Star League. Ça joue super bien. Ça joue bien en phase offensive. Ils ont l'avant-dernière en défense. phase offensive, c'est ce que j'allais te dire. En phase offensive, ça joue super bien. Nous, on a prouvé qu'on a été capable de très bien jouer. Donc sur le jeu offensif, on devrait se faire plaisir normalement mercredi. Après, sur la défense, c'est ça. Je laisse Yann reprendre. Toi, quand ton équipe a la 2e défense de Lidl Star League et que ton adversaire a la 2e attaque de Lidl Star League, pardon, et que ton adversaire a l'avant-dernière défense, logiquement, t'es censé quand même enquiller quelques buts. Après, ça se passe pas toujours comme ça, mais logiquement, c'est ça. Nous, on va les attendre au tournant, c'est dans le secteur défensif, forcément, puisque eux ont aussi la 4e défense. Ils ont mis, je dis plus de bêtises, 173 buts. 4e attaque. 4e attaque. Ouais. Oui, je me mange un peu tout. Dans l'émission. Et donc, c'est surtout là qu'on va les attendre, avec 2 ailiers que moi j'adore. Hein, c'est Ferran Solé et Nemanja Ilic, qui a été prêté au FC Barcelone les 6 derniers mois l'année dernière. De l'expérience. Ouais, et puis du très haut niveau. Surtout Ferran Solé qui a déjà signé au Paris Saint-Germain d'ailleurs, pour l'année prochaine, je crois. L'année prochaine. Et lui à Ballot, ça va faire du mal. Hein. Bon, Ballot, il est pas retraité l'année prochaine. La semaine prochaine, ça m'arrangerait. L'année prochaine. Il peut encore enquiller. Hein. La prochaine chronique de Mika, que sont-ils devenus? Lucas Ballot. Ouais, voilà. Non, c'est que les joueurs. Il fait Ferran Solé, Nemanja Ilic et surtout tout le côté gauche, Nemanja Ilic, et ils ont tout le côté gauche est serbe. Ils ont un petit arrière gauche serbe, Milan Jovanovic qui a 21 ans, qui est jeune. De qualité ou... Ah ouais. D'être serbe ou d'être jeune? Bon, d'être serbe, pas forcément. On en a une preuve. Et bon, fou, je suis croate. Non, c'est vrai que t'es croate. Merci pour cette leçon de géographie, Mika. Ouais, c'est pareil. Et donc, de géopolitique, ouais. Et oui, tout le côté gauche serbe qui est hyper bon. Donc, non, moi j'attends vraiment que la défense fasse ses preuves. Contre Toulouse, j'ai pas de doute sur le résultat parce que logiquement, après ils sont 6e, 6 points de. Alors ils font tout logique, hein. 6e, 6 points de victoire, de match nul, de défaite. À leur décharge, pour relativiser les choses, sur 6 matchs, ils ont rencontré Saint-Raphaël, Aix, Paris Saint-Germain et Nîmes. Saint-Raphaël, son dernier. Oui, mais ils sont derniers, on sait très bien qu'ils sont pas à leur place. Ils accrochent Montpellier chez eux. Si je vous entends bien, si je vous comprends bien, c'est un peu ce qui se dessinait aussi quand on va à la rencontre comme ça des supporters. C'est que l'attaque, pour l'instant, elle nous contente, elle nous réjouit pleinement. La défense aussi, on a la 2e défense. Mais on attend un peu plus en défense, quand même un peu plus de... Disons qu'on attend du test. Moi, j'attends du test parce qu'on a une super défense. J'attends pas forcément plus ça, mais j'attends du test. Là, on a la 4e attaque. J'attends de voir comment la défense va répondre. Face à un adversaire qui va solliciter un peu plus. Ouais, face à des grosses attaques. Moi, je suis plutôt content de la défense comme depuis le début de l'année. Là où le test va être intéressant, c'est comme tu l'as dit, sur les ailes, c'est le feu à Toulouse. Et du coup, il va falloir que notre défense soit très mobile, qu'elle se déplace bien. On sait qu'elle est très solide dans l'axe. Il va falloir montrer qu'on est aussi capable de bien suivre le mouvement parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements du côté de l'attaque de Toulouse. Et ouais, ça va être un très bon test. Il va nous falloir aussi un grand Émile, mais bon, ça, il le faut à chaque match.
Il y a un grand Cyril, hein, voir un grand Cyril si Parce que Cyril, quand il a rentré, il a rentré. fait une très belle parade aussi. contre Créteil, ça non, peut être mais, été- mais bon. Bah non, 0. 0 arrêt. Il n'y en a pas un Non, je crois, zéro. peut-être Il y en a 0. un quand même, Ah non, Non. non, 0 sur 6, je crois que. Oui, 0 Bon, sur 6. en tout cas, oui, le test, ça va être ça. Je pense qu'en attaque, on va enquiller des buts parce qu'ils ont des petits problèmes de gardien, que défensivement. Ouais, alors à ce titre, à la parenthèse, je suis très content que Jeff Lettens, le gardien belge qui devait venir voilà. à Nantes et signer à Toulouse, hein, et pourtant il est pas ridicule, je crois qu'il a. Mais il était blessé, il a été un peu blessé aussi. Hein. Et du coup, ils ont joué quelques matchs avec 2 gardiens, dont Oui, non, mais un lui, il est pas du- ridicule. Il du doit être à centre de 26 ou formation, 27% sur la saison depuis le début, c'est pas mal. Il sera peut-être, je sais pas s'il est revenu de sa blessure, mais il sera peut-être hyper motivé pour se venger du H qui lui a fait un peu à l'envers quand même. Ouais, en même temps, On oui, espère qu'il c'est aura vrai, une mais. motivation quand même, mais bon. Ça peut être un ça surplus peut de jouer. motivation, ça peut mais jouer. bon. Ça sera une motivation, parce qu'il était censé jouer chez nous. Après, Mais faut être lucide aussi, quoi. oui, bon, après C'était ça, une erreur d'avoir recruté ce joueur-là. C'est un bon joueur, hein. Mais c'est pas non plus. C'est pas un cadeau. Non, c'est pas un foudre de guerre non plus. Juste un petit mot sur un joueur, tu as évoqué quelques joueurs, moi je vais évoquer leur demi-centre qui est, moi je trouve très intéressant, Luke Steins, qui est un profil qui est très très différent de ce qu'on peut voir dans les autres joueurs de Lidl Star League. C'est un joueur qui est pas très grand, il fait moins d'un mètre 70. Donc ça se voit de profil. Pardon. Ça se voit pas de profil, mais. Oh, encore la blague gênante. Le moment gênant de Polo, voilà, vous l'attendiez, vous l'avez eu. Et donc, non, c'est un joueur qui est intéressant, qui est rapide, qui est très technique, qui a une super vision de jeu. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup voir jouer. Il a eu une saison compliquée avec Tremblay l'année dernière, mais là, je trouve il rentre parfaitement dans le moule de l'équipe toulousaine. Et donc, voilà, c'est un joueur qui est hyper intéressant à voir jouer. Si vous avez l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur ce joueur, en tout cas, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Son nom, tu l'as dit? Luke Steins. Très bien. Messieurs, tout ça, ça nous emmène sur les pronostics sur ce match. Alors, on l'a compris un petit peu entre les lignes, c'est une victoire, mais de combien de buts? Et ben là, j'ai l'impression que je vous ai. Là, il y a un blanc. Oui, Ouais. blanc, En fait, moi, je pensais pas à ça. Je pensais à autre chose. En fait, ça fait 2 années de suite que j'ai pas la chance de voir Toulouse. C'est le seul match que je loupe. Ça rigole pas. Souci. Et oui, c'est possible en plus cette année encore. Oui, t'es peut-être pas là, oui. Et il y a 2 ans, on en avait mis 42. 42 chez nous à la Trocardia. Ouais, on a fait un gros écart. Ouais. 44 aurait été. Et en fait, je vois bien quelque chose comme ça. En fait, j'avais pas la différence de but que tu posais, mais je vois bien un gros score encore. Tu verrais quoi comme score du coup? Je vois bien mettre entre 35 et 40 buts, ouais. Donc 40 pour le H Et un écart. Il y a un écart de. Allez, Mika Gagnard, qui est des Ultrash, qui est venu la semaine dernière sur l'émission. qu'il a gagné le Qui pronostic. a gagné le pronostic Tout à fait, pour sa c'est première bien souligné, participation avec 7 buts. Et ben, Bravo Mika. et ben, je vais tricher, je vais copier sur lui, je vais dire 7 buts. Une victoire de plus 7 pour Yann, Ouais, pour toi, allez. Mickaël. Alors moi je vois beaucoup de buts dans le match, mais je vois beaucoup de buts des deux côtés. Du coup je vois un score un peu plus étriqué. Je dirais un +3 pour nous. Plus 3, bon, très bien. Bah, écoutez, pour moi, ça sera un plus 4. Pourquoi, comment? Je sais pas. J'ai dit plus 4. C'était l'avant-dernier thème. On voulait revenir donc sur le tirage du 3e tour de la Coupe EHF. Messieurs. Qui a lieu demain, à 11h. Alors quand vous pourrez l'écouter, il aura sûrement déjà eu lieu. Donc vous pourrez voir un petit peu si on s'est planté ou pas. Du coup, c'est la rubrique voyance. Ouais, voilà, c'est la rubrique voyance. C'est surtout, avant de parler du tirage en lui-même, c'est expliquer que là, on rentre directement en 3e tour parce qu'on était tête de série. Mais il n'y a pas intérêt à se craquer parce que 3e tour, c'est une qualification pour des poules. Et si sur ce tour qui se joue en match aller-retour, on se craque, eh bien ça veut dire que la saison de Coupe d'Europe est terminée. Exactement. Voilà. Au revoir et merci. Au bonsoir. revoir. Ouais. Bon, Donc faut pas se craquer. Après, quand Mickaël va énumérer les clubs potentiels qu'on est censé rencontrer, si on est sérieux, normalement on passe. Bon. Voilà. Alors vu qu'on est vu qu'on est tête de série, bon on a un choix qui est quand même un petit peu plus facile. Enfin, facile à jouer mais pas facile à prononcer. Alors, nos adversaires potentiels, ça peut être l'Alpa Hard, un club autrichien.
Voilà, un sûr. petit commentaire sur Alpahard, non bon. Sur les Alpes. Voilà, les Alpes dures. Les Alpes dures. Pour ceux qui sont doués en Bon, on judo, va pas faire ça c'est sur chaque équipe, on va pas y arriver. Donc, et on peut très bien aussi affronter Achille Bocholt, un club belge. Ça me plairait bien celui-là. Il m'a vendu quelque chose sur le bon coin. Oh, je dis, on va pas faire ça pour chaque équipe. On peut affronter le SK Minsk des Biélorusses. On peut affronter le Talent Pilsen des Tchèques. J'espère que le talent sera aussi sur le terrain. On peut affronter donc le PAUC d'Aix-en-Provence que vous connaissez. Ça, c'est le gros morceau. Voilà, le grand morceau plutôt à éviter. On peut affronter Ademar León, un club espagnol, un club du top 5 espagnol. Ouais, qui est pas mal. Hein. On peut affronter Olympiakos, les Grecs. On peut affronter Skurgois, je sais pas trop comment ça se prononce, des Hongrois, voilà, excusez-moi, amis hongrois. On peut affronter Arendal, des Norvégiens. On peut affronter Asoti Puławy, les Polonais, l'ancien club de Matulic dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut affronter mon club préféré, le Górnik Zabrze, des Polonais également. Voilà, excusez-moi pour le... Moi non plus, j'en suis pas sûr du tout. On peut affronter donc Benfica, les Portugais. On peut affronter Gorenje Velenje des Slovènes. Ouais. Oui, c'est de pire en pire. On arrive après le Pfadi Winter Tour des Suisses, l'HK Malmö et enfin le ZTR Zaporozhye qui est le club Zaporozhye. Voilà, Zaporozhye. On avait c'est toi en voilà. plus qui m'a corrigé. Je pensais que c'était le moteur. Non, voilà, il y a le moteur, qui est un peu notre bête noire en coupe. Voilà. On a joué pas mal de fois, là c'est pas eux. On les bat jamais. C'est l'autre club de la ville, c'est le ZTR. Voilà, En tout cas, des belles destinations pour les matchs à l'extérieur. Voilà. Donc, ouais, alors c'est exotique, mais bon. il y a c'est beaucoup, exotique. voilà, beaucoup d'exotiques. Alors juste si on relève je dirais les points forts, donc le PAUC Aix-en-Provence, je pense qu'on est d'accord, c'est l'équipe à éviter. Parce que c'est une équipe qu'on joue déjà dans le championnat. Ouais, donc, mais surtout qu'ils sont costauds. c'est les plus forts pour moi de la liste. Ademar León, les Espagnols, qui sont une bonne équipe, voilà, si on peut les éviter, pourquoi pas. Moi je pense que Benfica serait pas forcément un bon tirage. Ils ont une belle équipe, pas facile à jouer. Le championnat portugais progresse. Alors je suis pas calé, l'Olympiakos, ça vaut quoi en hand? Rien. Que dalle. Ça serait le voyage en Grèce, ça serait parfait d'ailleurs. Et C'est pas cher. voilà, je noterais aussi les Slovènes. Alors le nom, je suis désolé, mais Gorenje Velenje, c'est un club qui est hyper expérimenté. On les voit très souvent. Ils ont joué pas mal de fois la Ligue des Champions. Voilà, je pense que pour moi c'est les plus durs. Je sais pas si Yann t'en voit un autre. Je te mets la liste devant les yeux. À part Aix et alors j'avais dit Zaporozhye, mais je m'étais fourvoyé. Je pensais que c'était le moteur. C'est pas les bons. À part Aix et Benfica, Oui, c'est aujourd'hui, le c'est reste c'est Benfica, assez ouais. jouable. Alors moi Aix, j'aimerais bien pour leur mettre une olive, hein, très clairement, c'est juste ça. Voilà, c'est pas un club que je porte dans mon cœur, donc si on pouvait les sortir, ça me ferait plaisir. C'est pas clair. Hein. Après, si on a la possibilité d'avoir un plus petit club et qu'on passe, tant mieux. Et puis à défaut, qu'il y ait un tirage ex-Nîmes, parce que comme c'est les deux clubs que je peux pas empacter, ben ça serait parfait, quoi, qu'il y en ait un des deux qui sorte. Oui, c'est vrai que ça serait. Voilà, ex-Nîmes, moi voilà. j'aime bien ce pronostic ex-Nîmes, c'est bien. Sinon pour nous, les gars, petit pronostic, vous voyez qui? Allez, Polo, vas-y, Et ben, fais ton choix. moi je vois ex en fait. Tu vois le tirage à la con, Ouais, toi. je vois le tirage à la con. Bon, bah très bien. Moi, je me verrais bien faire un petit tour à Benfica. Et puis après, Ah, mais là, juste pour ce tour-là, après. On fait pas la route des vins. Là. Ah, c'est pas la route des vins, Polo. J'aurais pas choisi Benfica pour la route des vins. Pour le coup, il n'y a pas de club de hand à Bordeaux. On repart sur le sujet tout à l'heure. Mais si, il y en a un, mais ils sont mauvais. Oui, voilà, ça, si un investisseur veut y aller, hein, ça nous arrangerait pour le déplacement à l'extérieur. Et sinon, le HK Malmö, j'aime beaucoup ce pays. C'est un pays que je porte dans mon cœur. Donc, Ouais, pour le vin, ouais. pour le vin également. Très bien. Et ben moi, je sens bien les Espagnols d'Ademar León, parce que ça serait pas un tirage facile. Et puis ce serait pas très loin pour y aller. Qu'on n'a pas toujours de la chatte au tirage. Et puis, je sais pas. Très belle expression. On n'a pas de la chatte au tirage. L'Espagne nous réussit bien, donc je verrais bien les Espagnols. Et puis sinon, un truc qui me ferait plaisir, ça serait le Talent Pilsen, les Tchèques, pour pouvoir y aller avec mon copain Yann.
Eh ben, ça ferait bien plaisir aussi. Voilà. Appelson, mais plus pour des questions Puis moi, j'aime géographiques et pour retrouver Voilà. des copains. Moi, j'aime beaucoup la République tchèque. Voilà, tu as dit que t'aimais bien la Suède, mais moi j'aime beaucoup la République tchèque. Donc voilà, ça me plairait bien de prendre nos amis de Pilsen. Voilà. Bon, bah écoutez, résultat de tout ça dès demain matin. Demain 11h. Ça sera 11h. Nous, ça sera passé quand vous aurez l'émission. Mais... En tout cas, pour vous qui avez suivi l'émission, on vous remercie. Merci Mika, merci Yann. On vous donne rendez-vous pour la 8e émission de la semaine prochaine. Et puis pour ce match, juste un dernier truc, j'ai oublié. Oui, alors oui, tu as oublié. J'ai oublié un dernier truc. Je voulais, on en parle chaque semaine. On n'a pas parlé cette semaine parce qu'il n'y avait pas d'actu. Un petit coucou aux copains de la N1. Enfin, les copains, aux petits minots de la N1 qu'on suit chaque semaine, ils n'avaient pas de match, donc c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, donc on leur a fait un coucou, on pense bien à eux, et le week-end prochain, ils ont un déplacement difficile du côté de Torcy en championnat, et voilà, on les soutient, et puis on parlera de ce match la semaine prochaine, en espérant qu'on parlera d'une victoire. Et en espérant qu'on fasse une émission la semaine prochaine. Ah bah on en fera une. Il y aura de toute façon une émission. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté, puis on vous donne rendez-vous donc mercredi pour le match contre Toulouse. Merci à vous, bonne semaine. Au revoir. Bonne soirée à tous.